Amis spectateurs, bonsoir, et nous sommes à Ouaga dans le cadre d'une visite de courtoisie que nous rendons au président Moussa Dadis Camara. Vous le savez, le président Moussa Dadis Camara est à Ouaga depuis près de 3 ans, et dans ce cadre, pour montrer le visage que ce président qui a marqué aussi l'histoire de la Guinée au peuple de Guinée. Donc nous nous sommes déplacés à sa résidence, où on est ici à Joli Hôtel, qui dans un cadre approprié, qui nous a accueillis. Nous allons essayer de comprendre un peu l'histoire guinéenne par rapport à ce président qu'on appelle le président emblématique, qui a aussi marqué son temps. Avec ça, nous avons le journaliste, le responsable du desk politique du quotidien burkinabé L'Observateur, Dieudonné Zungrana, et moi-même Caleb Collier. D'entrée de jeu, nous allons comprendre l'histoire de la prise du pouvoir au décès du président Lansana Conté et comment est-ce que ça s'est passé. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir que nous soyons avec vous pour un peu comprendre l'histoire. Je crois que ça serait un peu la première fois que vous allez donner la version réelle. Je sais que vous avez parlé avec Alain Focard, vous avez donné des explications. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir une certaine idée? Est-ce que vous étiez préparé pour prendre le pouvoir en Guinée? Merci de cette question. Je n'avais jamais pensé à un problème de pouvoir pendant que j'étais encore à l'université. Et même lorsque je suis rentré, j'ai été incorporé au sein des forces armées. Pas du tout. Et il était question simplement, à un moment donné, après la prise du pouvoir du feu général Lansana Conté le CMRN, et avec son gouvernement, qui avait jugé nécessaire d'incorporer des universitaires pour essayer de préparer la relève. Et donc, le choix était un problème de destinée. Sinon, ma spécialité, j'avais déjà fait les tests des banques, comme la BCG, la Société Générale de Banque. Et donc, en principe, je devrais travailler dans l'une de ces institutions. Mais le destin étant tel... Mais est-ce que à votre incorporation en 90, comme vous dites que c'était pour préparer la relève, est-ce que vous avez en ce moment pensé au pouvoir? Parce que non, c'est là où je parle d'abord du destin, parce qu'à l'université, bon, avec d'abord ma spécialité économiste financier, je pensais au ministère des Finances et puis autre chose. La preuve en est que la plupart de mes promotionnaires sont dans ces banques. Et deuxièmement, l'une des preuves les plus palpables, quand j'ai pris le pouvoir, le gouverneur de la Banque centrale, c'était un ami et un collègue de promotion, et à l'issue duquel nous passions nos bons souvenirs depuis la fac jusqu'à l'université. Puis c'était un brillant garçon, en guise de souvenir, et puis pour que je puisse rester quand même reconnaissant à mes promotionnaires, je l'ai nommé gouverneur des banques centrales. Donc, ça veut dire que je n'avais pas une idée, lorsque je rentrais dans l'armée, pour dire que je rentre dans l'armée pour le pouvoir en toute sincérité. C'est le destin qu'il a voulu. Oui, mais à quel moment exactement vous avez... Au moment où vraiment j'ai commencé à y penser, c'est après ma formation en Allemagne. Et quand je suis revenu de l'Allemagne, j'ai été muté au contingent des Nations Unies en Sierra Leone. Et à partir de ce contingent qui était en Sierra Leone, basé en Sierra Leone, quand j'ai fait les 1 an, et j'ai vu que tout le contingent guinéen au compte de l'UNAMSIL à l'époque était vraiment... J'étais dans leur esprit, en tenant compte de leur gestion, en tenant compte de la façon de les employer, et puis même mon comportement. Donc de là, j'ai eu une promotion, je suis revenu à Conakry en Guinée, où j'ai commencé ma carrière particulièrement à l'intendance. Et compte tenu aussi du caractère que j'ai, parce que l'honnêteté, la générosité,
Donc, dans un laps d'un an, de 2 ans, j'étais pratiquement dans l'esprit de tous les militaires. Ça, c'était vers quelle année? Ça, c'était en 2001, 2002 et 2003. J'ai opté pour aller en formation, parachutiste commando et puis le cours de capitainerie. Ça, déjà, vous aviez... Oui, c'est à partir de là que j'ai commencé effectivement à penser que d'un moment à un autre, si seulement je restais correct, sincère envers moi-même, sans être ambition, je pouvais être quelqu'un demain. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire la loyauté que j'avais pour le feu général Lansana Conté, en tenant compte de ma réputation au sein des forces armées, que toute l'armée guinéenne, presque, j'étais leur idole, les hommes et consorts. Donc, je me suis fait une ligne de conduite. Ne pas trahir cet homme ou ne pas le faire quitter par un coup de force. Sinon, j'ai eu 3 occasions où les hommes sont venus me dire de saisir le pouvoir. La preuve en est que tous les événements qui se passaient, les mutineries, j'étais la seule personne. Quand ça tirait, je pouvais m'arrêter devant la troupe, je leur disais de retourner dans les casernes. C'est à partir de là, j'ai compris qu'un jour, je peux jouer mon mot, si seulement je suis sincère et honnête, si je reste loyal devant le feu général. Voilà, là on comprend, c'est dans les années 2000, 2001 jusqu'à 2003, vous avez commencé à penser au pouvoir. Et je suis revenu en 2004, après ma formation. En 2004, 2004 m'a réellement prouvé qu'après le vieux, je pouvais dire un mot. Si cet homme trouvait une mort naturelle, que je pouvais jouer un rôle important. Pourquoi en 2004 vous avez pensé à ça? J'ai pensé à ça en 2004 parce que je savais déjà la réputation que j'avais au sein des forces armées. Il n'y avait pas cet officier qui pouvait s'arrêter devant moi, qui qu'il soit. J'avais tous les hommes, à commencer par les parachutistes, les blindés, la gendarmerie. Et c'est là d'ailleurs mes relations avec même le général Martirin s'est beaucoup amplifié parce que on m'avait soupçonné à un moment donné et que j'avais l'idée de faire un coup d'État, mais toutes les fois qu'on leur envoyait ce message, et vraiment ils disaient que non, cet homme n'a pas l'idée de faire un coup d'État, nous ne sommes pas sûrs, et donc il n'avait pas pratiquement de pauvres. Donc ce contact est resté entre cet homme et moi, et bien sûr avec beaucoup de gens, et donc 2004, 2005, 2006, quand il y a eu la dernière mutinerie, c'est là où j'ai su que je peux jouer un rôle dans la mesure où je restais dans une ligne de conduite. Parce que ce jour, quand les militaires ont envahi le camp Samori, ils m'ont dit de prendre le pouvoir. Mais j'ai dit quel pouvoir? J'ai dit quel pouvoir? Le vieux, son état de santé, vous allez prendre le pouvoir, ça ne sera pas de l'amusement, il va y avoir des échanges de tirs et il y aura des bains de sang. Alors, un homme de cet âge à l'époque, vous le renversez, il trouve la mort, et la communauté internationale allait vous condamner. C'est pourquoi je suis resté très croyant, j'ai dit, cet homme, je ne vais jamais ambitionner son pouvoir tant qu'il est là. Et voilà, Dieu donné. Oui, mais à quoi est due votre popularité au sein de la Grande Muette? Est-ce parce que vous étiez au sein des hydrocarbures ou est-ce de par votre caractère? Voilà, vous savez, c'est pas simplement le matériel qui fait la force des hommes dans une armée. L'armée est un monde à part. Tu peux avoir les moyens, mais si tu n'es pas modeste, si tu n'es pas honnête, sincère, tu peux donner aux hommes, mais si les hommes se rendent compte qu'il y a un autre homme qui est vraiment sincère, qui est vraiment militaire dans leur esprit, quand il y a un événement, avant même l'événement, toi-même qui es là, tu vas apprendre qu'il y a tel, en cas de situation, c'est tel vraiment qui peut être tel.
Ça a toujours été comme ça. Donc, ce n'est pas forcément l'argent ou bien le poste, mais c'est le comportement, le caractère. Parce que cette armée avait compris que j'étais passionné par rapport à la formation. Et le militaire, c'est ça. Il faut avoir la vraie formation. J'ai abandonné le même poste que vous le dites. C'est là où tous les militaires ont eu confiance en moi. J'ai laissé le poste des hydrocarbures pour aller pour la formation parachutiste commando et le cours de capitainerie. Donc j'ai perdu le poste. C'est là où ils ont compris que ce n'est pas un homme d'argent, c'est un homme de conviction. Avant que je n'y vienne, pratiquement toute l'armée guinéenne n'était pas contente. Ils ont dit qu'il faudrait que je récupère le poste. Mais ce n'était pas comme ça. On m'avait envoyé déjà à l'état-major général des armées aux opérations. Mais puisque j'avais déjà marqué cette troupe, par ma sincérité, parce que je partageais tout avec eux, je ne faisais pas de différence. Donc j'étais un homme qui savait aussi les contenir, qui savait les conduire. Et donc ce grand souvenir est resté dans leur esprit. Et quand le feu général Lansana Conté a trouvé la mort, avant même ça, pourquoi je le dis qu'avant même ça, il le disait à bouche ouverte qu'après le vieux Lansana Conté, c'est le capitaine d'Addis. Qui le disait? Les militaires, les hommes, et ils l'ont fait preuve. C'est pour cette raison, ce courage, j'ai eu ce courage. Sans quoi un chef d'État ne peut pas mourir le même jour. Et j'ai été informé à quelle heure? À 22 heures. Alors, cependant qu'il était mort à 18 heures, je ne le savais pas, et je fus informé à 22 heures. 22 heures, c'est là où je me suis préparé pour rentrer au camp. Si vous ne savez pas, et si vous n'êtes pas sûr de vous, un chef d'État qui meurt alors qu'il y a des généraux, qu'il y a des colonels et tout ça, clac, un capitaine, tu vas te lever, aller au camp, et tu vas te lever, dans moins de quelques heures, aller passer un communiqué. Il faut être sûr de soi-même, pas par rapport à ta personne, mais par rapport à ta base. Parce que dès que le feu général Lansana Conté a trouvé la mort, tout de suite c'était des coups de téléphone. Et j'en avais même marre qui disaient, venez au camp, le vieux est décédé, tout ce qu'on attendait, le vieux est parti dans l'honneur, donc aujourd'hui c'est toi. Justement, j'allais en venir, le général Lansana Conté trouve la mort le 22, vous êtes informé à 22 heures et vous venez au camp. Ça n'a pas été aussi facile comme vous pensiez parce que là... Je suis venu au camp, oui. Je suis venu au camp, il se trouvait que mon collègue, l'actuel général Sekouba, il était en ce moment colonel, j'étais capitaine. Mais c'est quand je suis rentré au camp, j'ai ordonné les hommes, le staff qui était là, et j'ai dit qu'il faut qu'on fasse rapidement un communiqué. Nous étions assis à la base des parachutistes commando. Et c'est là où ils m'ont adhéré, on a fait le communiqué, on a fait les corrigés. C'est là où j'ai pris le communiqué pour aller à l'information. Et là, vous n'étiez pas avec le général Sekouba? Non, et ils étaient basés au camp. Et qui dirigeait les opérations? Mais les opérations, j'ai dit que c'est moi. Parce que le problème, c'est quoi? Ce que les gens ne comprennent pas. Quand on ne dirige pas une opération militaire, tu ne peux pas t'imposer. Tu ne peux pas t'imposer. Parce que tu ne vas pas travailler pour ton prochain. Et donc, ce n'est pas parce que Sekouba ne voulait pas. Le général Toto, l'actuel ministre de l'Intérieur, il est venu au camp. Mais quand il a vu la position, il est reparti. Et donc, c'est mon audace, je dis bien mon audace, parce que je savais que personne ne pouvait récupérer la situation devant moi. Oui, mais justement, l'histoire veut que ça soit Coplan, Pivi, qui a donné votre nom et qui a dit que quiconque va lever la main sera abattu. C'est lorsque, voilà, oui. Vous savez, à ce niveau, j'ai dit il faut marquer les hommes. C'est lorsque, alors, certains ont voulu la position de certaines personnes qui voulaient aussi le pouvoir. Cependant, ils n'avaient pas travaillé comme moi je l'ai fait. C'est là où j'ai dit que personne ne peut récupérer la situation du moment. Sekouba n'a jamais été dans la capitale. Tout ce qui se passait à Conakry, c'est moi qui calmais les militaires. C'est là où j'ai dit que si ce n'est pas moi, alors je crois que ça sera le feu. Et Pivi m'a entraîné, comme vous le dites, effectivement. Donc, ils sont rentrés avec la troupe. Ils ont dit que si ce n'est pas le capitaine Nadis,
nous allons brûler toute la ville. Parce que nous ne connaissons personne, si ce n'est pas lui. J'étais leur idole. J'étais leur idole. Et à ce moment, quelle était la réaction du général Sekouba? Non, il était hésitant, il ne pouvait pas... Parce que, vous savez, en matière de pouvoir militaire, il y a les rapports de force. Même moi, je vous le dis en toute sincérité, quand tu vois les rapports de force, tu vois que ton ami qui est là, s'il a une grande force de frappe, tu ne peux même pas tenter, tu ne peux même pas avoir le courage de récupérer, parce que tu sais que si tu tentes, il peut ordonner ses hommes pour t'arrêter, pour t'attacher. Donc, mes rapports de force étaient tels que Sekouba ne pouvait rien. J'avais tous les parachutistes commandos de Kinya, un bataillon, et les rangers qui étaient basés à Soronkoni, à Kankan, ils étaient tous avec moi, et tout le camp de Faya, les blindés, l'infanterie, l'aviation, ils étaient avec moi, et même la gendarmerie, sans compter le BPG. Donc ce rapport de force, il était déjà construit, il y avait très fort longtemps. Donc il a été intelligent, il ne s'est pas opposé, sinon il allait perdre. Et voilà, par rapport au général Sekouba, il y a d'autres versions qui disent qu'il était, comme vous le dites, il était à l'intérieur à Macenta. Il serait venu à Conakry pendant des heures chaudes dans l'intention de vous arrêter, d'arrêter le capitaine Claude Puvis. En ce moment, il était lieutenant Puvis. Est-ce que c'était vrai? Il était venu? Bien sûr, c'était vrai parce que, vous savez, il faut se dire la vérité, c'était dans l'intention, mais je parle de rapport de force. Sekouba a été intelligent, il a dit qu'en me touchant même, lui-même il aurait perdu la vie. Parce que sa force était une petite force, c'était même pas un bataillon, c'était un petit détachement basé à Sauge, basé à Macenta. Donc, pratiquement peut-être une section peut contre toute une armée, contre tout un bataillon. Et quand il est rentré, quand il a vu la position, la réaction des hommes au camp de Faya, il s'est ressaisi. Sinon c'était dans l'optique. La mission fondamentale, effectivement, après tous les renseignements, la mission fondamentale pour laquelle on l'avait amené au camp de Faya, c'était pour m'empêcher, et effectivement aussi Couplan, mais il n'a pas pu. Et finalement, il a dit que s'il tentait, mais ça allait être de la guerre, ça allait être infernal. Parce que mes hommes allaient violemment réagir. Et même moi, j'allais réagir. Donc, il est rentré intelligent qu'il était. Et il a commencé effectivement à tisser des relations avec moi. Et puis, on est resté dans cette relation. Il venait même au camp me chercher. Justement, vous parlez de son intelligence à chaque fois. Mais est-ce qu'à l'époque, vous vous êtes rendu compte que c'était de la malice et qu'il était malin? Je l'avais constaté, mais vous savez, puisqu'il n'a pas montré une position, et il n'avait pas une position pour m'entraîner afin peut-être de m'arrêter, parce que là il ne pouvait pas, mais j'ai compris plutôt, et il s'est approché de moi pour que nous conjuguions les mêmes efforts. C'est ce que vous pensiez? Oui, c'est ce que je pense. Et c'est ce qui s'est passé finalement vers la fin. Parce que le jour où le feu général Lansana Conté est mort, il a été le premier à m'appeler en absence. J'ai eu son appel en absence. Ensuite, l'actuel général, le colonel, à l'époque il était colonel Mathurin, il m'a appelé. J'ai dit à Mathurin, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, c'est le pouvoir, la vie ou la mort. Donc, ça, j'étais déterminé parce que aucun officier n'allait me pardonner s'il se saisissait du pouvoir. Je serais la première cible. Mais bien plus tard, le général Sekouba est devenu populaire aussi dans la troupe. Est-ce que vous n'y avez pas contribué? Parce qu'on a remarqué que toute décision, même en public, vous lui soufflez à l'oreille et vous l'attrapez. Voilà, écoutez mon frère, vous savez, c'est peut-être le caractère, c'est peut-être un défaut, mais c'est mon honnêteté, je ne veux pas être malhonnête. Imaginez un homme qui est venu dans une autre intention. Il n'a pas exécuté cette intention. Et finalement, vous êtes coalisés. Comment est-ce que toi, tu prends le pouvoir
et tu cherches à l'écarter ou tu cherches à lui faire du mal. C'est pas dans mon caractère. Sinon, si c'était d'autres, je pouvais le faire. Mais je l'ai approché et j'ai voulu être sincère dans mes amitiés, dans mes rapports avec lui. C'est pour cette raison, et toutes les fois quand nous sortions ensemble, et puis même quand je veux prendre une décision, je lui demande, amicalement. Et c'est tout à fait normal pour un homme qui est reconnaissant, il faut être reconnaissant. Donc, c'est pour cette raison, et je l'ai fait grandir, parce que l'intention qu'il avait au préalable, s'il ne l'a pas fait, et on s'est coalisé jusqu'au moment où les choses ont abouti. Si au moins, le moment où je suis arrivé au camp, s'il s'était opposé pour dire non, on ne peut pas faire un communiqué à l'heure là, il aurait déjà scission. Mais il a adhéré, il a adhéré, il a accepté mon idée de faire un communiqué. Voilà, aujourd'hui vous parlez de votre honnêteté, mais est-ce que si c'était à refaire, vous allez refaire la même chose, c'est-à-dire porter confiance en quelqu'un qui aussi au prime abord voulait vous ôter la vie, parce que lui aussi il voulait le pouvoir à un moment donné, mais compte tenu des rapports de force, comme vous le dites, il a désisté et il s'est allié à vous. Bien sûr que vous êtes dans l'armée, c'est des stratégies à adopter pour aboutir à un objectif. Est-ce que vous allez refaire? Non, vous savez, l'histoire, il n'y a pas une répétition d'histoire. Hein. L'histoire, c'est l'histoire, le passé, c'est le passé. Et seulement, vous savez, il y a certains caractères, certains comportements que l'homme ne peut pas changer. Quand j'ai confiance, mon honnêteté envers quelqu'un, je ne veux pas être malhonnête.